Bonjour et bienvenue à ce corrigé vidéo des exercices supplémentaires à faire sur le chapitre 12. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous aider un peu à vous donner une idée des démarches à faire pour résoudre ces problèmes-là. Donc, toujours plus intéressant que d'avoir des démarches papier avec les réponses, là. Donc, vous allez avoir les explications en même temps et les attentes que j'ai pour l'examen. Donc, je vous conseille de regarder un peu la capsule rapidement, au moins un numéro ou deux, pour avoir une petite idée de ce que je m'attends. Donc, on commence ça maintenant. Donc, la première question qu'on avait, c'était de déterminer la concentration des ions H+ à l'équilibre dans une solution de 0,1 mol par litre d'acide formique, donc HCOOH. En équilibre, on voit la réaction là, donc HCOOH aqueux en équilibre avec H+ aqueux plus HCO moins aqueux. Si la constante d'équilibre est de 1,77 fois 10 à la moins 4. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas encore vu les constantes d'équilibre, les constantes d'acidité, pardon, mais on voit que c'est un problème qui se ressemble à ça. Mais on va le faire tout simplement avec les constantes d'équilibre cette fois-ci. Donc, on a la constante d'équilibre qui est déjà marquée. C'était ce qui était dans notre information dans le problème. 1,77 fois 10 à la moins 4. 1,77 fois 10 à la moins 4. La concentration de HCOH, c'est la concentration, donc 0,1 qu'on a dans notre problème ici. Pourquoi on sait que c'est initial, comme j'ai déjà indiqué ici? Bien, en fait, tout simplement, ça sera toujours initial, à moins qu'on vous le précise que c'est à l'équilibre. Donc, quand on vous dit on a une solution de, ou on évalue une solution de 0,1 mol par litre, par exemple, des choses comme ça, bien, la plupart du temps, ça va être à l'équilibre, à moins, comme je vous dis, d'une indication contraire. Donc, c'est les seules données qu'on a malheureusement dans notre problème. Donc, on va mettre ce qu'on a comme données dans notre tableau. Donc, on a 0,1 ici qu'on met dans le tableau. Et on sait qu'initialement, au temps zéro, on n'a pas de dissociation. Donc, on vient tout simplement de mettre notre acide dans l'eau. Donc, on n'aura pas le temps d'avoir de dissociation. Donc, initialement, pas de concentration de H+, et de HCOH, CO-. Bon, vous savez qu'avec la constante d'équilibre de l'eau, que KO est égal à concentration de H3+ fois OH-. Donc, vous savez que quand il y a de l'eau, il y a déjà des ions H3+ ou des ions H+, qui se retrouvent en solution. Sauf que pourquoi on dit que c'est 0 ici? Bien, en fait, la concentration qu'on va avoir en présence dans l'eau avant de mettre notre acide est tellement faible. Donc, si vous vous rappelez, là, quand l'eau est neutre, c'est 1 fois 10 à la moins 7. Donc, c'est extrêmement faible comparativement à la concentration de notre acide ou la concentration qu'on va pouvoir avoir à la fin, une fois que l'acide va s'avoir dissocié. Donc, on ne considérera pas la présence de ions H3O+, en présence de l'eau. Petite information supplémentaire, mais quand même intéressante. Et là, vu qu'on n'a aucune idée, bien, on sait que ça va être des variations inconnues. Donc, c'est une variation de X. Et là, il faut savoir, en fait, lequel est le plus, lequel est le moins, et si on a besoin de modifier les coefficients. Donc, on regarde dans notre équation balancée, bien, c'est tout D1. Donc, pas besoin de changer les coefficients. Donc, ça va être seulement une variation de X partout. Et bon, je n'ai pas mis l'eau dans le tableau parce que l'eau est liquide, vous le savez, puis elle n'était pas de toute façon inclue dans l'équation. Donc, ce n'était pas un problème pour ça. J'ai divisé ma barre au milieu pour mes réactifs, mes produits. Ça m'aide à ne pas me tromper. Et je sais que la réaction va aller, en fait, vers la formation de produits, vers la droite. Pourquoi? Bien parce que je n'ai pas de produit. Donc, je ne peux pas aller vers la réaction inverse. Je ne pourrais pas créer de réactif. Donc, en fait, ici, la réaction va être négative, ici positive et positive ici pour ça. Donc, après ça, il me reste tout simplement qu'à inscrire mes données dans le tableau. Et maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir passer à la constante d'équilibre. Donc, on va regarder ça dans la prochaine diapositive. Donc, j'ai le tableau ici que j'ai recopié à partir de l'autre page. Donc, déjà, 0,1 moins x, x, tout est inscrit. Donc là, il me reste tout simplement à utiliser la constante d'équilibre. Donc, j'ai KC qui est égal à 1,77 fois 10 à la moins 4. Sauf que, je vous ai dit, je veux voir aussi que KC, c'est égal à quoi? Mais c'est égal à ma concentration d'H+, fois ma concentration de HCO au moins, divisé par ma concentration de mon acide. Donc, vu que c'est toutes des solutions aqueuses, j'ai pas de problème. Ils vont rentrer. Donc, ils vont rentrer dans ma formule de ma constante d'équilibre. Je veux voir cette formule-là à l'examen. Je veux le voir écrit H+ fois HCO- divisé par HCOH. Ça va être important.
Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux dire que c'est égal à mes données. Donc, x, je les mets en parenthèse parce que je prends l'habitude de tout mettre en parenthèse. Comme ça, quand j'ai des exposants à la 2, ben je me trompe pas puis je mets vraiment ma variation à la 2. Donc, même si c'est pas nécessaire dans ce cas-ci, je prends l'habitude quand même de le faire. Et divisé par ça. Donc, une fois que j'ai ça, je peux simplifier le tout. Je sais que ça donne x2 ici sur 0.1 moins x qui est égal à 1.77 fois 10 à la moins 4. Une fois que j'ai inscrit ça, il ne me reste plus qu'à simplifier le tout et essayer de retrouver une équation quadratique, donc de degré 2 égale à 0. Donc, comment je vais faire, c'est que je vais tout simplement multiplier par 0.1 moins x de chacun des côtés. Donc, si je multiplie ici dans ma formule, ça va s'annuler et il va me rester tout simplement de l'autre côté à multiplier par 0.1 moins x. Donc, ça va me donner, au final, quand je fais ma multiplication de ce côté-là, ça va me donner, une fois que j'ai tout simplifié, x2. Et là, donc je fais 1.77 fois 10 à la moins 4 fois 0.1. Mais je veux avoir mon x2 de positif, donc je l'envoie de l'autre côté. Il va devenir en fait une variation négative. Donc ici, négative de 1.77 fois 10 à la moins 4 fois 0.1, ça me donne fois 10 à la moins 5. Et 1.77 fois 10 à la moins 4 fois moins x, ça me donne moins 1.77 fois 10 à la moins 4x. Je l'envoie l'autre bord pour avoir mon équation égale de ce côté-là à 0. Ça me donne donc 1.77 fois 10 à la moins 4 x. Donc, j'ai mon équation de degré 2. Je vais pouvoir utiliser, en fait, la formule. Donc, je vais effacer le reste. Là. Donc, en réécrivant un peu le tout là, par la magie du montage, j'obtiens x2 plus 1.77 fois 10 à la moins 4, x moins 1.77 fois 10 à la moins 5 égale 0. Donc là, je peux utiliser en fait ma grosse formule. Donc, moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Ça me donne donc que mes x sont égales à moins b, donc moins 1.77 fois 10 à la moins 4, plus ou moins racine carrée de 1.77 fois 10 à la moins 4 au carré, moins 4. Donc, je mets ma parenthèse ici là, pour me tromper. 4a qui est 1 et c qui est moins 1.77 fois 10 à la moins 5. Donc, racine carrée de tout ça divisé par 2a. Donc, 2a qui est en fait 1. Donc, ça devient a divisé par 2. Puis le a. Une fois que j'ai ça, donc, bien important de trouver les deux valeurs des x. Donc, tout simplement faire le calcul. Qu'est-ce que ça me donne comme valeur pour mon premier x? Bien, ça me donne une valeur de 4,12 fois 10 à la moins 3. Et pour mon deuxième x, moins 4,30 fois 10 à la moins 3. Donc, on annule la valeur de mon x2 parce qu'il est négatif. Donc, on ne pourra pas avoir de concentration ici dans notre tableau. Là. Si on regarde les concentrations à l'équilibre, on voit que c'est égal à la valeur de x. Donc, on ne pourra pas avoir de variable négative. Donc, on ne pourra pas avoir une concentration à l'équilibre négative. Tout comme on ne pourrait pas avoir une variation de 0.1 moins 4.30 fois 10 à la moins 3 parce qu'on obtiendrait une valeur plus élevée que ce qu'on avait avant. Donc, ma réponse de mon x, c'est 4.12 fois 10 à la moins 3. Bien important de venir me préciser que c'est x aussi, parce que là, la question ne me demandait pas « trouve x », c'était de trouver la concentration des H+. Donc, il faut savoir que la concentration des H+, est égale à x, donc concentration H+, égale 4.12 fois 10 à la moins 3. Ça va être important de le préciser. Donc, je manque de place, là, mais... Tout ça pour vous dire que c'est important de venir préciser cet élément-là, que concentration en H+ égale X, puis c'est égal à cette valeur-là.
Donc, pas tout simplement me dire directement ça, parce que des fois, on pourrait avoir à jouer avec des variations. Donc, ça va être important de ne pas se tromper avec ça non plus. Donc, prenez le temps de faire la dernière étape pour m'indiquer que la concentration en H+, est vraiment égale à cette valeur-là. Et avec les unités, donc là, il n'y a pas beaucoup de place malheureusement, mais en mol par litre, bien important, on n'oublie pas les unités, on peut perdre des points pour ça. Donc, on va regarder maintenant la prochaine question. Donc, la prochaine question, en fait, nous demandait tout simplement d'écrire la constante d'équilibre en lien avec les concentrations, donc vraiment pas de valeur numérique, là, juste les concentrations, pour chacune des équations suivantes. Donc, on se rappelle la règle toujours produit sur réactif, les concentrations élevées au coefficient de chacun de nos substances, et on ne concentrera pas notre étude sur les solides, donc on peut les barrer parce que leur concentration ne va pas varier. Donc, ils vont garder la même concentration tout au long de l'expérience. Donc, ils n'entreront pas dans la constante d'équilibre. Et ça nous laisse tout simplement le CO2 et le H2O gazeux, les deux. Donc, notre Kc dans ce cas-ci, c'est égal à la concentration CO2 fois concentration H2O. Donc, c'était la seule chose qu'on avait pour le A. Donc, il fallait tout simplement barrer nos deux solides. Maintenant, on va regarder la prochaine question. Donc, pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a? On a CaSO4.H2O solide avec du H2O gazeux qui, en équilibre, nous donne du CaSO4.2H2O solide. Donc, le point, j'ai fait exprès pour le remettre dans ces exercices-là. Donc, on l'avait vu dans un laboratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans le CaSO4, il est hydraté. Donc, il est en présence d'eau. Chaque fois qu'on a une mole de CaSO4, on a aussi une mole de H2O. Donc, dans ce cas-ci, ici, là, dans les réactifs, là, donc, on a toujours une mole avec une mole. Donc, même si c'est de la poudre et qu'on ne voit pas la présence d'eau, il y a de l'eau qui est emprisonnée, en fait, dans le réseau cristallin. Là. Vous pouvez imaginer une espèce de cube avec le CaSO4, où chaque coin serait du CaSO4 et à l'intérieur, on aurait de l'eau de prisonnier là-dedans. Donc, on a cette forme-là hydratée. On a la forme ici avec 2 H2O, donc 2 fois plus hydraté. Donc, si on veut faire la constante d'équilibre de tout ça, donc c'est Kc est égal à concentration produit sur réactif. Mais là, j'ai des solides de côté de mes produits et un solide du côté de mes réactifs. Donc, la seule chose que j'ai, c'est du H2O gazeux du côté de mes réactifs. Donc, ça devient H2O, mais il ne faut pas se tromper parce que si on fait ça comme ça, si j'inscris ça comme ça veut dire que c'est égal à la concentration de mon produit H2O. Mais là, mon H2O, il est du côté de mes réactifs. Donc, il faut que je le mette sur 1 pour me dire que en haut, j'ai rien. Donc, j'ai 1, ce qui ne change rien, divisé par H2O. Donc, ça va être l'inverse de notre concentration de H2O dans ce cas-là. Donc, important de ne pas oublier le 1. Donc, c'est un cas un peu plus particulier avec le point, avec pas de réactif, pas de produit, pardon. Là. Donc, cas un peu particulier, mais on procède de la même façon. Dans le cas d'avant, on avait le CO2 avec le H2O, on n'a pas mis sur 1 parce que vu que c'était notre réactif qui était sur 1, on n'a pas besoin de mettre un 1. On le sait déjà que c'est divisé par 1, ça ne change pas grand-chose, mais 1 divisé par H2O change grandement versus H2O tout seul. Donc, c'est important de le mettre lorsqu'on n'a pas de produits, en fait, qui sont gazeux ou aqueux. Donc, en C, on avait du carbone solide avec 2 fois du dihydrogène gazeux qui nous donne du CH4 gazeux. Donc, encore là, on oublie le carbone solide. On peut faire notre constante d'équilibre qui est égale à produit, donc concentration CH4 sur mes réactifs, donc concentration H2O à la 2. Donc là, je n'ai pas précisé à chaque fois, mais bien important de s'assurer que nos équations sont équilibrées. Donc là, j'ai été généreux avec vous, j'ai donné toujours des équations équilibrées à date, mais quand même, il faut prendre le temps de valider ça et de s'assurer que nos équations sont bien balancées. Ce serait dommage à l'examen de se tromper. Donc, avec une petite erreur tout bête comme ça, prenez le temps de vous assurer que vos équations sont bien balancées. Donc, on regarde que là, ici, on a un C avec 4H, 4H. Donc, ça fonctionne. Notre constante qu'on identifie ici est correcte. Donc, en D, on a ici du 2C5H6 gazeux qui nous donne du C10H12 gazeux. Donc, on a encore 2 fois 5
10 carbone, 2 fois 6, ça nous donne 12 hydrogène. Même chose de l'autre côté. Donc, notre équation est balancée. C'est deux substances gazeuses, pardon. Donc, on peut les utiliser dans notre constante. Ça nous donne C10H12 divisé par concentration du C5H6 à la 2. Donc, tout simplement, comme ça, on vient de trouver notre constante d'équilibre. Voyons voir le dernier cas qui est un petit peu plus complexe. En E, on a 2 KMNO4 solides avec 3 H2O2 aqueux qui nous donne 2 MnO2 aqueux plus 2 KOH aqueux plus 2 H2O liquide plus 3 O2 gazeux. Bon, donc vous voyez, c'est déjà un peu plus complexe, un peu plus de produits, un peu plus de réactifs. Donc, commençons par vérifier que tout est à l'équilibre. Donc, j'ai 2 K de ce côté-là, 2 K de ce côté-là, 2 Mn aussi, donc 2 manganèse, 2 manganèse. Les hydrogènes, j'en ai 3 fois 2, 6. Et du côté de mes produits, j'en ai 2 dans mon KOH et 4 avec mon H2O. Donc, ça me fait 2 plus 4, ça me fait 6. Tout fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que les hydrogènes fonctionnent. J'en ai 2 fois 4 avec le KMNO4, ça m'en fait 8. Plus 3 fois 2, 6. Donc, ça m'en fait 14. Et si je regarde du côté de mes autres substances, là, j'ai des oxygènes partout, là, mais j'ai 2 fois 4, 8. 2 fois 2, pardon, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 6, 14. Donc, tout fonctionne. On est content. On n'a pas besoin de rebalancer cette équation-là, heureusement pour nous. Donc, notre constante d'équilibre, ça va être quoi? Bien, on va commencer par regarder, voir la phase de nos substances. J'ai du KMNO4 solide, donc on ne le met pas dans l'équation. Et j'ai du H2O liquide qui ne va pas entrer non plus. Donc, il ne me reste plus qu'à recopier ce que j'ai déjà. Donc, MnO2 à la 2 multiplié par la concentration du KOH à la 2 et multiplié par la concentration de O2 à la 3. Tout ça divisé par concentration de H2O2 à la 3. Donc, on est content de ne pas avoir à isoler des données dans ça. Donc, une constante d'équilibre beaucoup plus complexe pour une réaction plus complexe, mais on est quand même parvenu à le trouver assez facilement. Heureusement pour nous, l'équation était bien balancée, mais on est quand même capable de trouver la réponse. Donc, c'est ce qui était la section, en fait, la question 2 pour les constantes d'équilibre. Maintenant, pour la question numéro 3, on avait la combustion du méthane, qui est le constituant principal du gaz naturel, et CH4 gazeux plus 2 O2 gazeux me donne en équilibre du CO2 gazeux avec 2 H2O gazeux. Donc, tous des solutions gazeuses. Donc, ils vont tous rentrer dans ma constante d'équilibre. Il n'y a pas de problème avec ça. L'équation, est-ce qu'elle est équilibrée? 4H, 4H, 4O, 4O et 1C, 1C. Tout fonctionne pour ça. Ma réaction est bien équilibrée. Donc, la constante d'équilibre à la température de la pièce est énorme. On parle de Cossé de 10 exposant 140. Donc, c'est assez élevé. À l'équilibre, la quantité de réactifs sera-t-elle petite ou grande? Justifiez votre réponse. Donc là, j'ai déjà mis en fait la justification ici, c'était dans les notes de cours, que si notre constante d'équilibre est beaucoup plus grande que 1, donc c'est le cas, là, 10 exposant 140, c'est extrêmement élevé, donc c'est plus grand que 1, ça nous fait en sorte que la concentration des produits est plus grande que celle des réactifs, parce que sur Cossé, c'est produit sur réactif, donc on divise, en fait, pour avoir une grande valeur de Cossé, il faut diviser un grand nombre par un petit nombre. Donc, comme ça, on obtient une grande valeur. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup de produits et pas beaucoup de réactifs. Donc, la question qui nous demandait la quantité des réactifs est-elle grande ou petite à l'équilibre? Bien, si on a une petite concentration, la concentration va être vraiment petite vu qu'on a une valeur très élevée. Ce que ça nous dit dans ce cas-là, c'est que la réaction du CH4 avec du dihydrogène est une réaction qui est très favorisée. Donc, la réaction directe va se faire facilement. Il n'y aura pas beaucoup de produits de réactifs qui vont rester. Donc, le CH4 réagit facilement avec l'O2. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise comme gaz naturel, qu'on l'utilise parce qu'il brûle facilement. Il va avoir une combustion presque de 100% parce que la constante d'équilibre fait en sorte qu'elle favorise grandement la réaction directe.
Donc, c'est ce qu'on pouvait déduire des valeurs des constantes d'équilibre. Je vous rappelle que vous aurez aussi à déduire la force des acides à partir des constantes d'équilibre, ce qui est le même raisonnement tout simplement. Donc, plus la constante est élevée, plus l'acide est fort parce que plus celui-ci va se dissocier. Donc, la logique reste la même. Peut-être de vous rappeler du petit calcul ici là, que on divise un plus grand nombre par un plus petit nombre, ça nous donne un plus grand nombre. Ça va vous éviter en fait d'avoir à nécessairement vous rappeler de cette phrase-là. Donc, que C est plus grand que 1 donne produit plus grand que réactif. Vous êtes capable de le retrouver. Toujours intéressant en examen quand on est un peu stressé et qu'on ne sait pas trop nos formules, qu'on oublie certains petits détails. Donc, des trucs comme ça peuvent nous aider à mieux répondre aux questions. Donc, il nous reste maintenant plus que quelques questions. Donc, la question numéro 4. Maintenant, pour la question numéro 4, on a le disulfure de carbone, CS2, est préparé en chauffant du soufre en présence de carbone. L'équation chimique qui correspond à cette réaction est la suivante. Donc, du disoufre, S2 gazeux plus du carbone solide me donne en équilibre du CS2 gazeux, la constante d'équilibre étant 9,40 à 900 Kelvin. On nous demande combien de grammes de CS2 peut-on préparer si on chauffe 10 mol de soufre en présence de carbone en excès dans une enceinte réactionnelle de 5 litres maintenue à 900 Kelvin jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Donc, j'ai déjà commencé à indiquer mes données. Je connais ma constante d'équilibre, qui est 9,4. Le volume de 5 litres, bien important. Ma quantité de mol de disoufre qui nous donne, c'est si on chauffe 10 mol de soufre. Donc, c'est initial. Ce ne sera pas à l'équilibre. On n'a pas de précision sur l'équilibre. Donc, ma concentration devient 10 divisé par 5. Donc, me donne 2 que je peux déjà inscrire dans mon tableau. Donc, je sais que je vais avoir 2 mol par litre initial de disoufre. Et on me demande de trouver la masse à l'équilibre de mon CS2. Donc, je vais devoir trouver ma concentration à l'équilibre et ensuite aller trouver ma masse. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai juste ça. Et je sais que le carbone, puisqu'il est solide, je n'ai pas besoin de le mettre dans le tableau. Donc, on va barrer ça. Et initialement, je n'ai pas de produit, bien évidemment. Donc, j'ai 0. Encore là, c'est les seules informations que j'ai. Mon équation, si je regarde dans la question en haut, là, tout est équilibré. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mes coefficients vont être 1. Et je sais que la réaction directe est favorisée parce que j'ai des réactifs et je n'ai pas de produit. Donc, ici, ça va être une variation négative de x et ici, une variation positive d'une valeur de x. Donc, j'inscris mes valeurs à l'équilibre. Ça me donne 2 moins x. Et ici, j'ai x. Donc, une fois que j'ai complété ça, je vais pouvoir me dire que ma constante d'équilibre, c'est quoi? C'est égal à ma concentration de mon CS2 et mon CS2. Et puisque le coefficient de 1, je ne mettrai pas rien. Et mon carbone n'entrera pas dans mon équation, mais mon S2, lui, oui. Donc, S2, comme ça. Donc, ma constante d'équilibre s'exprime de cette façon-là. Et maintenant, on peut aller résoudre le reste. Donc, j'ai encore réinscrit mon tableau ici. Et là, j'avais ma constante. Donc, je vais juste remplir et mettre mes données. Donc, j'ai X ici, divisé par ma concentration de S2 à l'équilibre, qui est 2 moins 0. Donc, 2 moins X, pardon, pas 0. 2 moins X. Et je sais que tout ça, c'est égal à ma valeur de ma constante d'équilibre, donc de 9,40. Donc, il ne me reste plus qu'à simplifier. C'est intéressant, je n'ai pas de degré 2. Donc, si je simplifie, j'ai juste à multiplier 2 moins x de chaque côté, ce qui me donne x est égal à 18,8 moins 9,40x. Donc là, je continue à isoler. Je vais faire plus 9,40x de chaque côté, ce qui me donne 10,40 x est égal à 18,8. Et là, si je veux isoler mon x, je divise par 10,40 de chaque côté et j'obtiens une valeur d'environ 1,81. Donc, 1,81, c'est la valeur de mon x. On se rappelle que x est égal à la concentration de CS2 à l'équilibre. Ce n'était pas ce qu'on me demandait dans la question. On me demandait de venir trouver la masse.
Donc, je vais devoir continuer mon problème et on va effacer le tout pour pouvoir faire les nouveaux calculs qui nous restent à faire. Donc, après avoir effacé tous les autres éléments et gardé seulement ma concentration à l'équilibre de CS2 qui est égale à 1,81 mol par litre, je dois venir trouver ma masse. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux, à la fin, avoir fait tous mes calculs, arriver avec des grammes, donc une masse en grammes. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais devoir analyser mes unités. Là, j'ai des mols et des litres. Moi, je veux annuler mes litres, par exemple. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par le volume. Donc, si je multiplie par 5 litres, j'annule mes litres, il me reste juste des mols. Si je veux annuler mes mols, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir m'assurer d'avoir des mols en bas et idéalement des grammes en haut. Donc, heureusement, on a l'équation de la forme, en fait, de la masse molaire, donc la masse molaire du CS2 qui est exprimée en grammes par mol. Donc, si je l'ai inscrit ici, la valeur, donc 76,141 grammes par mol. Donc, une fois que je vais faire ça, je vais avoir des mols en haut ici, donc de mon unité de concentration, et je vais les diviser par les mols de ma masse molaire, ce qui me fait en sorte qu'au final, la seule unité qui me reste, c'est des grammes. Donc, si je fais tout ce calcul-là, d'un coup, 1,81 mol fois 5 litres fois 76,141 grammes par mol, bien, je vais obtenir seulement des grammes et ça va être la quantité que je vais avoir à l'équilibre. Donc, ça me permet, si je fais le calcul, d'obtenir 689 grammes et ça me donne ma masse à l'équilibre. Donc, je peux réinscrire ma valeur ici qui me donne que c'est à peu près 689 grammes. Donc, si vous n'avez pas pris la même masse molaire que moi, si vous n'avez pas arrondi aux mêmes places, vous n'allez peut-être pas avoir la même réponse, mais on peut se donner un jeu d'à peu près 1 ou 2 grammes. Il n'y aura pas de problème avec ça, selon les données que vous avez prises. Donc, la réponse était à peu près 689 grammes. Donc, moi, je vous incite à vous rappeler de la formule, en fait, pour les unités. Je trouve ça très, très, très pratique. Vous pouvez le faire séparer aussi, il n'y a pas de problème. Mais analyser les unités, c'est vraiment pratique comme ça parce qu'on peut faire plusieurs transformations d'unités en un seul calcul. Donc, si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez venir me voir aussi. Je peux vous expliquer plus en détail personnellement à chacun d'entre vous. Maintenant, pour la question numéro 5, un mélange de 1,274 g de dihydrogène et 70,31 g de dibrome est chauffé dans un récipient de 2 litres à 700 Kelvin. Si ces substances réagissent ensemble de la façon suivante, selon l'équation, donc H2 plus Br2 me donne 2HBr, on regarde et on voit vraiment tout de suite que c'est déjà à l'équilibre et que c'est tout des gaz. Donc, on va avoir besoin de toutes nos substances dans notre constante d'équilibre. Et tout est déjà équilibré. On dit qu'à l'équilibre, on retrouve que le récipient contient 0,566 g de H2. Et on nous demande la valeur numérique de notre constante. Donc, on a déjà nous donné déjà d'inscrit, donc la masse initiale de H2. Donc, quand on dit qu'on mélange quelque chose, c'est toujours initial. Et ma masse de Br2, 70,31 g. La masse de H2 à l'équilibre de 0,566 g. Et mon volume de 2 litres. J'ai mis les masses molaires de H2 et de Br2 aussi pour qu'on puisse avoir une idée de ce qu'on a besoin comme calcul. Fait que la première chose, ça va être bien évidemment de venir calculer nos masses, nos concentrations. Donc, concentration initiale du H2, bien, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je dois trouver le nombre de moles sur le volume. Donc, mon nombre de moles, en fait, ça va être ma masse divisée par ma masse molaire. Donc, ça va être 1,274 g divisé par 2,016 g par mol. Et je divise tout ça par mon volume de 2 litres. Donc, vous pouvez le faire séparément ou tout ensemble, il n'y a pas de problème avec ça. Ça me donne concentration H2 à l'équilibre, initial, pardon, de 0,316 mol par litre. Donc, il suffit juste de faire la même chose avec le brome, le dibrome. Donc, on fait 70,31 g qu'on divise par 159,808 g par mol divisé par 2 litres. Ça nous donne au final 0,220 mol par litre. Et il nous resterait la dernière donnée du H2 à l'équilibre, où là, on divise 0,566 g par 2,016 g et on divise après ça, tout ça par 2 litres et ça nous donne une concentration de 0,144. Donc, mol par litre
Donc, c'était bien important pour ce problème-là de commencer par trouver les concentrations. Donc, c'est le genre de question qu'on peut peut-être mettre à l'examen. À l'examen, est-ce que je vous mettrai toutes les données en grammes? Peut-être pas, mais une ou deux que je peux vous demander de convertir en équilibre, pas en équilibre, mais en mol et ensuite en concentration, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, faites attention à vos données, assurez-vous que ce soit les bonnes données dans les bonnes unités. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'inscrire vos données, comme vous voyez là ici, là, pour être certain d'avoir tout ce que vous avez de besoin. Donc, si je réarrange le tout, on peut continuer après ça avec autre chose. Donc, en réorganisant mon problème, je vais pouvoir continuer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai tout simplement mis les données que j'avais calculées dans un tableau IRE. Comme toujours, on réutilise encore le fameux tableau IRE. Donc, 0.316, 0.220 et 0.140, qui étaient les concentrations qu'on avait déjà calculées. Comment je peux compléter le reste? Bien, je sais que ma réaction, en fait, ma variation, c'est qu'est-ce que j'avais initialement, moins qu'est-ce que j'ai à la fin. Ça va me permettre de savoir quelle est la valeur entre les deux. Donc, j'obtiens une variation de 0.176. Donc, je peux mettre ici que c'est 0.176. Puisqu'on a passé de 0.316 à 0.140, c'est une variation bien évidemment négative. Donc, moins 0.176. Et le BR2, qui est aussi un réactif, lui aussi va avoir perdu 0.176 mol par litre. Le BR2 est un produit, donc il va avoir été produit par la réaction. Donc, sa concentration va augmenter. Et là, il faut faire attention, c'est 2 fois 0.176 parce qu'il y a le coefficient de 2, ce qui me donne une valeur de 0.352. Donc, 0.352, c'est ma variation de mon BR2. Donc, à chaque fois que j'ai un H2 qui réagit, j'ai eu 2 HBr qui ont été réagis. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai une variation 2 fois plus grande de HBr que j'ai de H2 et de BR2. Donc, après ça, pour compléter l'équilibre, c'est toujours initial plus réaction. Donc, équilibre, ça va toujours être 0.220. Donc, initial plus réaction. Dans ce cas-là, c'est moins 0.176, ce qui me donne une valeur de 0,044. Donc, je peux le remettre dans mon tableau ici. Donc, 0.044. Et 0 plus 0.352, ça me donne 0.352. Donc là, j'ai complété mon tableau. Il va tout simplement me rester à calculer tout ça. Pour le calculer, j'ai tout simplement besoin de réécrire ma formule de la constante d'équilibre. Donc là, j'ai remis mes données. Là. Et QC, c'est quoi? Bien, c'est toujours produit sur réactif. Donc, produit, dans ce cas-là, c'était HBr. On se rappelle, il est gazeux. Il entre dans notre équation. Et il est à la 2 parce qu'il y a le petit exposant. Donc, il faut faire attention. Il faut mettre à la 2 divisé par concentration de H2 fois concentration de BR2. Donc, je peux mettre maintenant mes valeurs. 0,352 au carré divisé par 0.140 multiplié par 0.044. Ce qui nous donne au final une valeur totale d'à peu près 20,1. Donc, si vous avez obtenu une valeur qui s'approche de cette valeur-là, vous avez bien réussi. Donc, bien important, on n'oublie pas encore une fois, je le répète, de m'inscrire la constante d'équilibre avec les unités, avec les concentrations comme ça, et de m'inscrire bien correctement la valeur précise pour que je puisse savoir quel calcul vous avez fait. Donc, c'était ça pour la question numéro 5. Maintenant, pour la question numéro 6, on a que la constante d'équilibre KC est de 4,1 fois 10 à la moins 4 à 2000 degrés pour la réaction de N2 gazeux plus O2 gazeux qui nous donne à l'équilibre 2NO gazeux. Donc, si on regarde rapidement notre équation ici, on voit qu'on a deux azotes de chaque côté et 2 oxygènes de chaque côté. Donc, l'équation est équilibrée. Tout fonctionne bien pour nous dans ce cas-là. On est bien content. Et ensuite, on dit que si on a 140 g de N2 et 0,150 g de NO qui sont présents en équilibre avec du O2 dans un récipient de 0,5 litres. Combien de grammes de O2 sont alors présents? Donc, on a comme information la masse de N2 à l'équilibre, la masse de NO à l'équilibre. On nous demande de trouver la masse de O2 à l'équilibre. On a un volume, heureusement pour nous, parce qu'on n'a pas les concentrations. Il va falloir trouver les concentrations. Sans volume, ça aurait été difficile. Et j'ai rajouté les informations concernant la masse molaire de N2 et de NO. Vous voyez que j'ai pris des masses molaires assez précises, donc je n'ai pas rien arrondi. J'ai pris des données du tableau périodique et je les ai laissées telles quelles. Donc, moi, j'ai fait mes calculs avec ces données-là.
Donc, si vous regardez que vous avez des valeurs légèrement différentes de les miennes, bien, ça peut tenir tout simplement au fait que si vous avez mis 28 grammes par mol, par exemple, pour le N2, c'est aussi bien. Il n'y aura pas de problème avec ça, mais ça va vous donner une valeur légèrement différente. Donc, on doit faire encore le même principe que dans l'autre problème, venir calculer en fait les concentrations à l'équilibre. Donc, la concentration de N2 à l'équilibre, dans ce cas-ci, ça va être sa masse divisé par sa masse molaire et on divise tout ça par le volume. Donc, on obtient que c'est 140 grammes divisé par 28,014 grammes par mol et tout ça divisé par 0,500 litres. Et ça nous donne une valeur, une fois qu'on l'a calculé, de 0,1 mol par litre. Et ensuite, on fait la même chose avec notre deuxième donnée qu'on a, alors de NO à l'équilibre. Et quand je fais le calcul, donc si on fait le même calcul, on a juste à faire 0,0150 grammes divisé par la masse molaire de 30,006 grammes par mol divisé par 0,5 litres, on obtient 1 fois 10 à la moins 3, donc ou 0,001 mol par litre. Donc là, vous pouvez utiliser la notation scientifique si vous le voulez, ou non, mais à partir de peut-être 0, de 1 fois 10 à la moins 4, là, ça commence à devenir important. Donc, quand vous voyez que vous avez peut-être plus que 3 zéros, là, commencez à utiliser la notation scientifique. Ça va vous simplifier grandement les calculs. Et pour nous aussi, pour la correction, c'est toujours plus simple quand on voit la notation scientifique. C'est plus rapide à corriger. Donc, s'il vous plaît, pensez à nous, les pauvres correcteurs, et utilisez la notation scientifique. Ça va vous éviter bien des erreurs. Et c'est plus agréable pour nous. Donc, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois mettre ma constante d'équilibre. Donc, on connaît que la constante d'équilibre, c'est quoi? Bien, c'est toujours produit sur réactif. Donc, c'est encore NO divisé par N2 multiplié par O2. Donc, j'ai déjà des concentrations à l'équilibre de mon NO. Donc, NO est connu. Je connais déjà aussi ma concentration à l'équilibre de mon N2. Ma constante d'équilibre est connue. Je la connais déjà. Elle est inscrite dans mon problème. C'est 4,1 fois 10 à la moins 4. Et il me reste juste à trouver, en fait, ma concentration de O2. Donc, il va juste me rester à venir isoler la concentration de O2. Je n'ai pas besoin de faire un tableau IRE parce que j'ai déjà au moins toutes mes données que j'ai besoin, sauf celles que je dois isoler. Donc, c'est sûr que s'il m'avait manqué, par exemple, la concentration en NO ou la concentration en NO2, là, j'aurais dû utiliser le tableau IRE. Mais s'il vous manque seulement une seule donnée dans votre équation, ne faites pas tout le tableau. Vous n'en avez pas besoin. De toute façon, vous n'avez pas les données initiales. Donc, vous ne pourriez pas remplir le tableau. Il fallait tout simplement utiliser directement la constante d'équilibre. Donc, je vais réorganiser un peu les données et on va pouvoir poursuivre notre problème. Donc, une fois que j'ai ma valeur de la constante d'équilibre exprimée avec les concentrations, j'ai juste à insérer mes valeurs. Donc, NO, c'est 0,001 au carré divisé par 0,1 fois concentration de O2. Et tout ça, ça me donne 4,1 fois 10 à la moins 4. Donc, si je veux isoler ma concentration en O2, qu'est-ce que je dois faire? Bien, on peut tout simplement, en fait, inverser ici comme ça les deux valeurs. Ça revient au même, là. Ça fait en sorte, là, c'est un petit truc. Ça nous permet d'obtenir tout de suite la réponse. Donc, j'ai juste besoin après ça de faire 0,001 au carré divisé par 0,1 fois 4,1 fois 10 à la moins 4. Donc, si vous ne me croyez pas que ça fonctionne, vous pouvez le vérifier. Mais c'est le petit truc que mon prof de chimie, lui, m'avait dit. C'est ce qu'il appelait la passe du petit cochon qui tousse. Ça ne veut absolument rien dire, mais quand on a un élément en bas d'une division, on peut l'inverser avec le résultat et ça nous donne toujours la bonne réponse. Donc, c'est la passe du petit cochon qui tousse qui peut peut-être vous aider à vous en rappeler. Moi, je m'en rappelle. Vous voyez la preuve, je le fais encore avec vous. Mais c'est les petits trucs comme ça qui permettent de nous gagner du temps. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste besoin de venir calculer ma concentration en O2
pour obtenir une valeur de 0,0244. Donc encore là, si votre valeur varie un peu, il n'y aura pas de problème avec ça, tant que vous êtes assez près de la réponse. Maintenant, ce n'est pas terminé par contre, parce qu'il ne nous demandait pas de savoir la concentration d'O2. Il nous demandait en fait la masse. Donc, il va falloir venir isoler notre masse de O2. Donc, pour isoler la masse, on doit bien évidemment partir de la concentration qu'on a obtenue, donc 0,0244 mol par litre, notre volume de 0,5 litres et la masse molaire de 15,99 grammes par mol. Donc, un peu le même principe que dans le dernier numéro qu'on avait fait. Donc, si à la fin, je veux des grammes, je vais vouloir en fait venir annuler toutes mes unités. Donc, je vais vouloir annuler mes litres ici. Donc, je vais devoir faire une multiplication par 0,500 litres, ce qui va faire en sorte que mes litres ici vont s'annuler avec ces litres-là. Et je vais annuler mes mols et laisser des grammes en haut. Donc, je veux des grammes en haut et des mols en bas. C'est la formule de la masse molaire. Je n'ai pas besoin de rien changer. J'ai fait tout simplement 15,999 grammes par mol, mes mols en haut et mes mols en bas. Tout ça s'annule et il me reste juste des grammes. Donc, si je fais 0,0244 fois 0,5 fois 15,999, je vais obtenir ma masse de 0,195 grammes et c'était la masse que j'avais besoin. Donc, on peut le réinscrire, masse O2 à l'équilibre, 0,195 grammes. On encadre. Ayez pas peur de faire ça à l'examen aussi, de mettre bien en évidence votre réponse. Toujours plus simple de la retrouver. Donc, au moins, je sais que vous avez bien compris qu'au final, vous vouliez obtenir cette réponse-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes avec qu'est-ce que j'ai fait ici pour les unités, là, donc ce petit calcul-là, là, venez me voir. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer, mais je trouve que c'est une façon très simple de venir jouer avec les unités. Assez pratique pour annuler toutes les unités aussi quand vous en avez plusieurs là, à modifier, à changer. Là. Cette petite démarche-là fonctionne très, 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 très bien, peut vous aider à vous sortir de bien des impasses. J'ai même pas besoin de me rappeler des formules de la masse molaire et des choses comme ça parce que je fais juste regarder mes unités et j'organise mes calculs en fonction de ça pour que mes unités s'annulent et qu'il me reste juste celles que j'ai besoin. Donc, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer plus en détail personnellement si vous n'avez pas bien compris tous les éléments de ces calculs-là. Maintenant, la grosse question numéro 7 là, qui a quand même posé problème à plusieurs personnes. Là. Cette question-là, pourquoi je l'ai mis? Ben, c'était tout simplement parce que je voulais avoir une question avec beaucoup d'informations. Donc, le gros, moi, en fait, de la question, c'était pas tant de réussir à trouver la réponse, ou etc., etc. C'était juste de vous aider à départir les données et vous montrer un exemple où ça devient très difficile de répondre à la question si on ne prend pas le temps d'inscrire les données. Donc, pour ce problème-là, là, il fallait presque obligatoirement venir inscrire les données comme j'ai déjà fait ici, comme ça, pour pouvoir bien trier les informations. Parce qu'on a beaucoup de textes, beaucoup de données, c'est pas tout dans le même ordre. C'est un problème qui peut être difficile à suivre dans ce cas-là. Donc, important de bien mettre les données, de les mettre clairement. Donc là, intérieur, extérieur, bien déterminé, là, ça se ressemble beaucoup. C'était vraiment sur ça que le problème jouait. Donc, c'était pour, en fait, vous pratiquer à venir chercher l'information, décortiquer, tout démêler ça. Donc, tant mieux si vous êtes capable de le faire. Si vous avez des problèmes avec, faites-vous-en pas. Ce n'est pas du tout un problème typique des examens. C'était plus un problème pour s'habituer à faire le tri dans une panoplie d'informations. Donc, une fois qu'on a fait le tri, on obtient que la concentration initiale à l'intérieur de Na+, est de 0,65 fois 10 à la moins 3. Pour le potassium, c'est 0,35 fois 10 à la moins 3. Et pour le chlore, c'est 0,30. Et à l'extérieur, on a 0,13, 0,23 et 0,65, tout ça fois 10 à la moins 3. Et à l'équilibre, on obtenait qu'à l'extérieur, notre Na+, sa concentration était de 0,38 fois 10 à la moins 3. Donc, on vous demande quelle est la constante d'équilibre. Si on vous demande la constante d'équilibre, il va vous falloir les valeurs à l'équilibre. Donc là, on a toutes des valeurs initiales, à part une seule donnée. Il va falloir faire le tableau IRE. Donc, on va aller à la prochaine diapositive pour voir le tableau.
Donc, j'ai déjà inscrit toutes les données, ça va beaucoup plus simple. Et on voit aussi les variations. Donc, en fait, on savait qu'initialement, on avait 0.23, 0.13, 0.65. Donc, il ne fallait pas se tromper entre ce qui était extérieur, intérieur aussi. Il fallait faire attention à ça. Et la seule donnée qu'on avait initialement à l'équilibre, c'était cette donnée-là ici de 0.38 fois 10 à la moins 3. Donc, on pouvait voir que la réaction, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Mais il fallait faire 0.38 fois 10 à la moins 3, moins la concentration initiale de 0.13 fois 10 à la moins 3, et ça nous donnait la variation de 0.25 fois 10 à la moins 3. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ma variation, et parce que je pars de 0.13 et je me rends à 0.28, ben c'est pour ça que j'ai un plus. Le plus, c'est pour tous les réactifs, donc mon potassium extérieur, mon chlore extérieur vont avoir une variation positive, alors que mes données à l'intérieur vont avoir une variation négative. Donc, en fait, c'est mes ions qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, dans le cas qui nous intéresse ici. Donc, une fois que je complétais toutes mes données, il suffisait juste tout simplement de faire initial plus réaction pour obtenir les concentrations à l'équilibre. Bien, j'avais toutes mes données et ça va me permettre, en fait, après ça, de venir calculer ma constante d'équilibre. Donc, comment je fais ma constante d'équilibre? Ben là, c'est un gros calcul, c'est très long. Donc, en fait, c'est produit sur réactif, mais ça vient à être ma concentration de K+, intérieur, fois ma concentration de Na+, intérieur, multiplié par ma concentration de Cl- intérieur, et tout ça divisé par la concentration de K+, extérieur, concentration Na+, extérieur et concentration Cl- extérieur. Donc, heureusement pour nous, tout est à la 1. Au moins, ça va simplifier un peu les problèmes. Donc, le calcul, donc on peut négliger les fois 10 à la moins 3 parce que c'est toutes des données à la moins 3. Donc, au final, les fois 10 à la moins 3 vont s'annuler. Donc, vous pouvez le faire avec si vous voulez, mais sachant que c'est fois 10 à la moins 3, fois 10 à la moins 3, fois 10 à la moins 3, divisé par fois 10 à la moins 3, fois 10 à la moins 3 et fois 10 à la moins 3, bien, tout ça va s'annuler. C'est sûr que s'il y avait eu un réactif de moins ou un produit de moins, ou qu'il y en avait eu un des deux qui aurait par contre, je ne sais pas, par exemple, le Na+ extérieur qui aurait été à la 2, bien là, ça aurait pu être la même chose, mais là, puisqu'on a 3 de chaque côté, donc en haut et en bas, et qu'en plus, tout est à la moins 3, on peut négliger le fois 10 à la moins 3. Sachez vraiment que c'est seulement spécifique à ce contexte-là, là, quand on a toutes des données égales comme ça. Donc, si j'ai juste à compléter mes données, pas se tromper entre extérieur et intérieur. Donc, intérieur en haut, mon produit, c'est 0.35. Donc, 0.35 multiplié par 0.65 multiplié par 0.30 divisé par 0.48, 0.38 et 0.90. Donc, une fois qu'on fait le calcul, on obtient une valeur de 1.22 fois 10 à la moins 2. Donc, c'est notre valeur de notre constante d'équilibre. Donc, c'était tout simplement ça. C'était quand même un problème qui était au final pas très difficile, mais qui avait quand même beaucoup d'informations qu'il fallait aller défricher. Donc, c'était la difficulté peut-être avec ce numéro-là. Mais vraiment, concentrez-vous surtout sur les numéros précédents. C'est eux qui sont vraiment plus importants, qui ont plus de chances de se retrouver à l'examen ou du moins d'être sensiblement dans le même format que ceux que vous allez voir à l'examen. Donc, on fait attention à nos constantes d'équilibre qui proviennent des équations équilibrées. On fait attention que les coefficients sont bien corrects, donc que notre équation est bien équilibrée et que si on n'a pas de produit, il faut mettre un 1 en haut, là, comme on a eu dans une des questions. Faire attention à savoir si c'est initial ou à l'équilibre. Donc, généralement, quand on vous parle on a une solution, on met quelque chose, tout ça, tout ce qui est en lien avec ça, c'est vraiment initial. C'est assez rare qu'on ne vous précise pas que c'est à l'équilibre. Par contre, c'est peut-être de savoir que si c'est un produit, ben là, quand on a une quantité de produit, c'est à l'équilibre. L'exemple avec le pH. Donc, quand on prend un pH, il faut laisser le temps, en fait, à l'acide de se dissocier correctement, donc avoir le temps de se dissocier. Donc, c'est sûr qu'une valeur de pH, ça va être à l'équilibre. Mais la plupart du temps, les données qui vont être à l'équilibre vont être vraiment spécifiques. Donc, ça, au moins, c'est assez clair.
Et faire attention si on vous demande des masses, si on vous donne des grammes, le pourcentage d'ionisation qu'on pourrait vous demander avec les acides et tout. Donc, faire attention en fait à l'information qu'on vous demande à la fin, donc de bien compléter correctement les problèmes. Fait que si vous avez des problèmes avec tout ça, qu'il y a des choses encore qui ne sont pas très claires, venez me voir, venez me poser des questions, c'est bien important. On va pouvoir régler ça ensemble peut-être plus facilement s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Donc, je vous souhaite une belle étude et à la prochaine capsule.